Je vous ai promis de faire quelques problèmes sur cette relation-là. Alors voilà, on va considérer deux petits problèmes ici. Ce sont des problèmes tirés du Elements of Physical-Chemistry de Atkins. Alors laissez-moi un peu lire ça c'est en anglais. Alors en français, c'est la variation de l'énergie libre de Gibbs qui accompagne l'oxydation de C6H12O6, ça c'est du glucose, qu'un solide, à du dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, à 25 degrés C et de moins 2828 kJ par mol. Combien de sucrose a donc besoin une personne de 65 kg pour pouvoir monter, par exemple, une montagne ou bien une pente de 10 mètres, voilà. Okay. Alors, je vais tout d'abord essayer de faire un rappel de ce que c'est que cette relation, comment est-ce qu'on obtient cette relation, avant de faire le problème tel quel. Alors, laissez-moi donc aller à cette partie-là, où je fais un rappel, un peu, je fais un petit rappel de théorie pour vous, là. Alors, rappel de théorie, donc dG est égal à dH moins TdS moins SdT, parce que G est égal à H moins TS, n'est-ce pas? Alors, G est égal à H moins TS. Donc, en prenant la différentielle de ça, vous obtenez que dG est égal à dH moins TdS moins SdT, ce qui devient, à température constante, simplement dH moins TdS. Maintenant, H lui-même, c'est par définition, laissez-moi aller là, H égale à E plus PV par définition. Donc dH est égal à dE plus PDV plus VdP. N'est-ce pas? Alors, maintenant, oui, dE est égal à dQ moins d bar W, et d bar W, c'est, généralement, on l'écrit toujours comme moins P externe dV. Mais ça, c'est parce qu'on ne tenait pas compte de d'autres formes de travail possibles. On ignorait d'autres formes de travail possibles. Donc, si on inclut aussi d'autres formes de travail, eh bien, dH est égal à d bar Q moins P externe dV, mais à P constante. Un P externe serait égal à P, donc à P constante. P externe est égal à P constante. C'est ça qu'on a utilisé ici quand on a remplacé le travail de changement de volume moins P externe dV par moins PdV tout simplement. Alors chaleur plus travail moins P externe dV, mais ça c'est le travail de changement de volume seulement, n'est-ce pas? Alors, s'il y a d'autres formes de travail, on doit les inclure ici, n'est-ce pas? Et on peut dénoter toute autre forme de travail autre que le travail de changement de volume par d bar W autre là. Alors, continuons, plus PDV plus VdP était là avant, et vous voyez que le terme moins PDV, qui est le travail à pression constante, pas nécessairement réversible, se simplifie avec ce terme PDV là, et comme P est constante, vous avez que dP est égal à 0, n'est-ce pas? P est constante. Voilà. Et cela nous amène finalement à dH est égal à moins d bar Q à pression constante, bien entendu, on avait utilisé cette clause-là, plus d bar W autre, ce qui représente toute autre forme de travail différente, autre que le travail du type changement de volume. Alors revenons
Donc, à l'équation, l'on était tout à l'heure, dg est égal à dh moins t ds. Remplaçons dh par ce qu'on vient d'obtenir là. Donc, d bar q à pression constante plus d bar w autre moins tds. Auparavant, on avait toujours mis d bar w autre égal à 0, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça. Alors, maintenant, d bar q à pression constante est précisément égal à moins t ds de l'environnement, n'est-ce pas? ds de l'environnement est égal à d bar q sur t. À pression constante, on doit écrire d bar qp, donc sur t. Voilà. ds de l'environnement, c'est ça. Moins d bar qp sur t. D'accord? Donc, d bar qp, c'est égal à moins tds de l'environnement. Le terme moins tds, là, je l'ai amené ici. D'accord? Et le terme travail autre, j'ai amené ça à la fin ici. Ici. Voilà. Alors, ce qui fait que le tout ici fait moins tds de l'environnement, moins tds qui est le ds du système, ça fait moins tds de l'univers. Voilà, donc dg est égal à moins tds de l'univers plus d bar w autre. N'est-ce pas? Vous êtes habitué à dire que dg, au fond, c'est égal, et je le répète souvent, que dg est égal à moins t fois la variation ici infinitésimale de l'entropie de l'univers. Ça, c'est dans le cas où l'on n'a pas d'autre forme de travail. Maintenant, si on tient compte d'autres formes de travail, que ça soit nul ou pas, on peut toujours le mettre là, ici, comme ça, de sorte que la seconde loi devient dg moins d bar w autre, ça, j'amène d bar w autre de l'autre côté, ça fait dg moins d bar w autre qui est égal à moins tds de l'univers. Selon la seconde loi, vous savez que ds de l'univers devrait toujours être positif dans un processus spontané. Alors, multiplié par moins t, ça devient donc une quantité négative pour tout processus spontané. Donc, la seconde loi demande donc que dg moins d bar w autre égale à moins tds qui est inférieur à 0 pour tout processus spontané. Alors, amenons maintenant d bar w de l'autre côté de l'inégalité. Ça, on obtient dg est inférieur à d bar w autre dans tout processus spontané. Alors, imaginons maintenant que le travail dont on parlait là est un travail qui est fourni par le système, qui est effectué par le système, qui est fait par le système. Donc, c'est négatif. On s'intéresse à ce cas-là, parce que on s'intéresse au cas où on peut extraire ce travail comme travail utile, utilisable dans le milieu extérieur. Voilà. C'est pour ça qu'on prend des bar W négatifs. Alors, dans ce cas-là, c'est des bar W autre qui est négatif. Okay? C'est le travail utile qu'on veut extraire du système là. Voilà. Et c'est une quantité négative qui est supérieure à dg. Donc, ça veut dire que la valeur minimale de moins la valeur absolue de ce travail autre là, non, prenez d bar w autre ici qui est négatif, vous pouvez écrire ça comme moins d bar w autre en valeur absolue. Mais ça, en valeur absolue, c'est quand c'est positif, et on est en train de considérer que ce travail est négatif. Donc, c'est moins la valeur absolue de d bar w autre. Alors, vous voyez donc que cette quantité-là doit être supérieure à dg. Ça veut dire que dg représente la valeur minimale de ce moins
de d bar W autre en valeur absolue là. Okay. Si maintenant on enlève le signe moins, donc on multiplie par moins 1 de part et d'autre, on voit donc d bar W autre, moins d bar W autre, atteint la valeur maximale, la valeur maximale de d bar W autre, c'est dg en valeur absolue. Valeur maximale de ça, c'est, parce que ça c'est supérieur à ça, avec le signe moins. Donc, ça veut dire que d bar W autre est inférieur à, n'est-ce pas, on multiplie par moins 1 l'inégalité, donc ça fait moins dg. Okay? Et si dg est négatif, ça représente d bar g. On voit que dg représente en valeur absolue, dg ici, la valeur absolue de dg représente la valeur maximale de ça. La valeur maximale du travail. Donc ça représente le travail maximal que l'on peut extraire du système quand le système est soumis à cette transformation spontanée là. Ok? Donc ça signifie que moins d bar W autre maximal est égal à dg. Ou encore, si on écrit ça sous forme non pas différentielle, mais de variation finie de l'énergie libre de Gibbs, eh bien, ça s'écrit comme ceci, que delta G est égal à moins la valeur maximale, ou plutôt moins le travail maximal qu'on peut extraire du système en valeur absolue. Ce travail maximal là, comme c'est un travail fait par le système, il est négatif, n'est-ce pas? Okay? Donc quand on prend la valeur maximale ici, c'est positif là. Donc le travail que l'on peut extraire du système est mesuré par delta G. Voilà. Voilà. Donc on peut utiliser ça pour que ce travail ici qui est négatif, là, il est négatif parce que c'est vu du système. Mais si c'est vu du milieu extérieur, c'est évidemment une quantité que le milieu extérieur gagne du système, donc c'est compté positivement. Et donc le travail que du milieu extérieur on peut extraire du système quand il est soumis à un processus, une transformation quelconque, c'est mesuré par delta G. Donc. Voilà. Alors, utilisons ce principe-là dans le problème que voici. Alors, delta G est donné dans cet énoncé égal à moins 2828 kJ par mol pour la réaction de combustion du glucose C6H12O6 solide et la réaction de combustion j'ai écrit en détail ici. D'accord? Alors, généralement, la réaction de combustion donne du H2O liquide, pas du H2O gaz. Alors, quand on utilise du H2O liquide, delta H de réaction qu'on aurait calculé à partir des enthalpies de formation des différentes espèces, voilà, qui sont représentées à la première ligne ici, vaudrait moins 2808 kJ. Et delta S de la réaction telle qu'écrite, calculée à partir des entropies selon la troisième loi des différentes espèces représentées à la deuxième ligne ici, vaudrait ça, plus 259,1, il y a une virgule ici. Voilà, jaune, Ken20 moins 1. Alors, en utilisant ce delta H là et ce delta S, j'ai calculé delta G est égal à delta H moins T égale 298, Ken20 moins T delta S, et ça me donne 2888 kJ. Pas
2828 kJ. D'accord? Moins 2888. Donc, j'ai cru que c'était une erreur, mais là, je m'étais rendu compte que c'est pas vraiment une erreur parce que, en fait, les auteurs considèrent plutôt que cette oxydation-là du glucose donne du CO2 et de H2O gazeux, là, pas H2O liquide. Donc, ce que j'ai écrit ici, c'est du H2O liquide. Ça. Donc, voilà. Mais j'aimerais continuer avec cette réaction de combustion plutôt, hein, parce que c'est plus typique que l'autre réaction. Alors, avec un delta G qui vaut 2888 kJ, ça c'est par mol pour cette réaction-là, par mol de glucose là. Je n'ai pas écrit par mol ici, mais c'est clair que par la stéchiométrie de cette réaction, c'est pour une mol de sucrose brûlée selon cette réaction-là. Alors, converti maintenant en une quantité qui est une énergie, un travail maximal par gramme de glucose qu'une gramme de glucose peut fournir, eh bien, on obtient delta G égale à moins 16,03 kJ par gramme. C'est négatif. Et ce delta G doit être égalisé maintenant, reconnu comme étant moins W max. Donc, le travail maximal que l'on peut extraire à partir de cette réaction de combustion de glucose par gramme de glucose serait égal à 16,03 kJ. Ça, c'est donc le travail maximal que l'on peut extraire à partir d'une gramme de glucose. Maintenant, le travail à effectuer, relisons l'énoncé, c'est quoi qu'on demande, hein? Eh ben, c'est le travail que ferait une personne de 65 kg pour monter une pente de hauteur 10 mètres. Voilà. Alors ce travail, je l'appelle travail réel ici, est égal à M qui est la masse du corps qu'on doit soulever de la hauteur H qui est 10 mètres ici. Donc M, c'est le corps de la personne, 65 kg. G, c'est l'accélération de la Terre. H, c'est 10 mètres. Alors, avec les valeurs qu'on connaît, 65 kg, ça c'est la masse ici. Cette accélération terrestre, c'est 9,8 newtons par kilogramme, et ça c'est la hauteur, 10 mètres, et ça me donne, le produit me donne 6370 joules, ou bien 6,37 kJ. Alors, donc ça c'est le travail que la personne va accomplir pour monter cette hauteur de 10 mètres, 6,37 kJ. Et pour accomplir ce travail, le métabolisme du corps de la personne doit fournir de l'énergie libre, le GIF, et un travail maximal suffisant pour faire ça. Et cette énergie libre de GIF, c'est l'énergie libre de GIF de combustion du glucose, ce W max là. Alors, soit donc la quantité de glucose, soit donc X, la quantité de glucose nécessaire à brûler, étant donné que chaque gramme de glucose fournit ça comme énergie. Alors, combien de glucose ça, c'est X, combien la quantité de glucose qu'on doit utiliser pour que le travail maximal fourni par la réaction de combustion puisse permettre à la personne de réaliser ce travail-là, eh bien, est donné par cette relation.
d'où on obtient X égale 1 W, le travail réel, divisé par la valeur maximale du travail maximum, ce qui est égal à 16,03 kJ par gramme. Avec un W qui est 6,37 kJ, j'ai obtenu 0,39 grammes comme quantité de sucre consommée par la personne. C'est toute l'énergie libre de gifle du glucose et de l'oxydation du glucose est utilisée, peut-être utilisée de façon optimale par la personne pour gravir cette pente de 10 mètres de hauteur. Voilà. Un deuxième exercice qui est comme une continuation de l'autre, et c'est tiré aussi du livre de Atkins. C'est ceci. Alors, le cerveau humain, quand il travaille fort, là, par exemple, comme on est en train de faire là, en faisant ce problème-là, par exemple, n'est-ce pas, hein? Voilà, c'est précisément ça qui est dit ici. S'opère avec une puissance exprimée en watts qui est 25 watts. Alors, on rappelle qu'une puissance, c'est une énergie par unité de temps. Donc, un watt, c'est une joule par seconde. Alors, on vous demande quelle est la masse de glucose que cette personne pensante, vous par exemple, doit consommer pour soutenir cette puissance-là, d'accord, pour 1 heure. La puissance nécessaire pour 1 heure, là. Alors, très facile, calculons d'abord, ce à quoi correspond 1 heure en secondes. Là, c'est 1 heure et, vous le savez bien, 3600 secondes. Là. On prend la puissance donnée ici, 25 watts, qui est 25 joules par seconde, multiplié par le temps qu'on doit déployer, cette puissance, 3600 secondes, pour obtenir une énergie en kilojoules. Ça, correspond à 90 kilojoules. Et ça, c'est le travail que nous, on doit fournir pour faire cet exercice-là de pensée, n'est-ce pas? 90 kilojoules. Alors, pour pouvoir faire ce travail, notre corps va avoir besoin de l'énergie et ça viendrait, encore une fois, de la combustion, de l'oxydation du glucose. On avait vu tout à l'heure que une gramme de glucose peut fournir un travail maximal qui est W max égale à 16,03 kJ par gramme. Alors, encore une fois, par le même principe, dans le calcul d'en haut, on obtient X égale à 90 kJ divisé par ça, et ça fait 5,6 grammes. Voilà, c'est exactement ce que Atkins indiquait ici, comme réponse approximative à cette question-là. 5,7, 5,6 grammes. Voilà.